Bonsoir, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour, oui. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Exactement pareil. Très bien. Alors on va commencer. On va faire le dernier chapitre du module qui porte sur les protocoles associés au réseau Internet. Donc on va d'abord présenter le réseau Internet. Donc Internet déjà c'est la concaténation de deux mots. C'est interconnexion et network. Donc c'est interconnexion de réseau. Donc la définition d'Internet déjà c'est un réseau. C'est une interconnexion de réseaux, c'est un ensemble de réseaux qui sont reliés entre eux. C'est un réseau qui couvre la planète entière. C'est aussi un réseau c'est le plus grand réseau qui existe sur Terre. Et il se base sur l'utilisation de la pile protocolaire TCP/IP. C'est-à-dire que pour communiquer sur Internet, il faut utiliser la pile protocolaire TCP/IP. Et Internet ne veut pas dire réseau international. Donc c'est pas la concaténation de International Network. Donc il y a certaines personnes qui pensent que Internet veut dire réseau international, mais concrètement Internet veut dire réseau interconnexion de réseaux. C'est-à-dire que c'est un ensemble de réseaux qui sont reliés entre eux. Et les réseaux, c'est les réseaux qui sont présents au niveau de différents pays. C'est des réseaux aussi qui sont différents. Il y a des réseaux gouvernementaux, militaires, d'entreprises, etc. Donc l'ensemble de ces réseaux reliés entre eux forment Internet. Alors parmi les caractéristiques de ce réseau, c'est que c'est un réseau informatique public. C'est un réseau qui fonctionne de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point central qui gère la communication au niveau d'Internet. Il est d'architecture client-serveur. On va revenir par la suite et on va expliquer le concept d'architecture client-serveur. De topologie physique, il est hybride. Pourquoi? Parce qu'il relie plusieurs réseaux entre eux. Les réseaux, ils ont des topologies différentes. Et donc la liaison entre des topologies qui sont différentes forme une topologie physique hybride. Mais la topologie logique, elle est maillée. Maillée parce que si on veut communiquer avec un équipement qui est présent sur Internet ou qu'il se trouve sur la planète, c'est possible. C'est-à-dire que quand j'envoie un message, je reçois une réponse, bien que le message transite et passe par d'autres équipements intermédiaires, mais la communication, elle se fait, si on veut, d'un équipement à un autre de manière directe. C'est pour ça qu'on dit que la topologie logique du réseau Internet, elle est maillée, parce que la topologie logique décrit comment circulent les messages au niveau du réseau. C'est pas la forme physique que prend le réseau, contrairement à la topologie physique. Et c'est aussi un réseau qui communique via le modèle TCP/IP. Donc on utilise TCP/IP pour pouvoir unifier la communication au sein d'Internet. Parce que si chacun commence à utiliser sa propre technologie ou bien sa propre norme, les équipements qui sont par exemple issus de différents constructeurs ne pourront pas communiquer. C'est pour ça qu'on a unifié la communication sur Internet en utilisant le modèle TCP/IP. Donc voilà les caractéristiques principales de ce réseau. Alors, son origine, elle date des années 60. Donc au tout début, on a créé un réseau en pleine guerre froide. C'était le réseau ARPANET. Et le réseau, il est à l'origine du réseau Internet. Donc l'objectif, c'était de créer un réseau qui permettait la communication aux États-Unis. Donc il reliait uniquement 4 PC aux États-Unis. Et ça permettait d'avoir une communication quasi instantanée en pleine guerre pour avoir des informations qui sont utiles dans le contexte de la guerre, etc. Et en 1972, on a commencé à penser à comment unifier la communication. Donc on a commencé à discuter de protocoles qui permettent la communication. Donc il y a eu entre 1972 et 1974 la réalisation des premières spécifications de certains protocoles comme FTP, Telnet, TCP qu'on connaît déjà. Et donc là on peut dire que Internet est né de la réalisation de ces protocoles. Après quand la guerre était finie,
les militaires se sont retirés du réseau militaire ARPANET et donc on a utilisé le réseau Internet uniquement pour la communication. Donc l'objectif principal d'Internet, c'était de permettre une communication au niveau mondial. Et puis il y a eu une croissance du réseau, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'équipements qui se sont connectés au réseau. Il y a eu plusieurs utilisateurs qui ont commencé à utiliser ce réseau. Donc par exemple, en 1996, on avait environ 13 millions d'ordinateurs qui étaient reliés au réseau. En 1998, on a eu plus de 30 millions d'ordinateurs. En 2020, par exemple, sur une population de 7,75 milliards d'individus, on a, si on veut, plus de 4 milliards d'internautes qui se connectent quotidiennement sur Internet. Donc ça représente plus de la moitié de la population mondiale. Et cette croissance est due à la démocratisation des équipements terminaux, de l'apparition de l'Internet des objets, etc. Donc ça a fait en sorte que ce réseau croît au fil des années, et beaucoup plus ces dernières années parce qu'il y a eu une évolution assez rapide au niveau du réseau. Donc ça, c'était pour l'historique. Là, vous avez une carte qui vous montre à peu près où sont localisés les internautes à travers le monde. Donc vous remarquez qu'ils sont présents au niveau en Europe par exemple, aux États-Unis et dans le monde développé. Il y a certains pays qui ne sont pas du tout connectés au réseau, comme la Corée du Nord par exemple. Donc elle n'est pas connectée au réseau. Il y a par exemple des pays qui sont comme le Sahara occidental ici, etc. Mais sinon c'est beaucoup plus. On a les États-Unis et la Chine parce que c'est un pays qui a une grande population, c'est tout. Mais sinon, le plus gros taux de concentration d'internautes se trouve aux États-Unis. Donc après avoir présenté ce bref historique, on va parler des services offerts par le réseau Internet. Donc Internet offre énormément de services. Donc on a par exemple la messagerie instantanée, donc c'est tout ce qui est chat, c'est-à-dire que c'est l'envoi et la réception de messages de manière directe, si on veut. C'est pas comme le cas de la messagerie dans le mail par exemple. On a aussi la possibilité d'avoir accès aux pages web, donc on peut consulter divers sites qui sont hébergés au niveau de serveurs web. Internet nous permet aussi d'avoir ce transfert de fichiers, c'est-à-dire qu'on peut soit télécharger des fichiers d'un serveur vers un client, ou bien téléverser des fichiers, c'est-à-dire les uploader d'un client vers un serveur, comme dans le cas d'upload de vidéos au niveau des serveurs de YouTube par exemple. Via Internet aussi, on peut avoir accès à distance à des machines, donc on peut configurer par exemple des équipements d'interconnexion à distance sans avoir à se déplacer par exemple. Et on a aussi la possibilité d'avoir une messagerie électronique, voilà, donc l'envoi et la réception de mails, etc. Donc il y a aussi plusieurs services qui sont offerts par le réseau, mais ces services-là sont les services les plus répandus et les plus connus. Alors, on revient vers l'architecture du réseau Internet. J'ai dit que son architecture, elle est de client-serveur. Ça veut dire qu'il y a au bout de la communication, il y a un client, donc, qui est connecté au réseau. Et il y a aussi un serveur. Le serveur web, par exemple, ou bien un serveur de base de données, ou bien un serveur d'authentification. Tout dépend du service qu'on veut. Il y a un serveur aussi qui est connecté sur Internet. Et via le client, on va utiliser ce qu'on appelle un navigateur web. Donc c'est Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Donc un navigateur, c'est un logiciel qui permet l'accès à Internet, au web plus précisément. Donc quand un client désire avoir une certaine information, il va la demander auprès du serveur en utilisant son navigateur. Donc il fait une demande de l'information au serveur. Et le serveur qui gère des données, qui les stocke aussi, que ce soit au niveau local ou bien dans le cloud, délivre le service au client. Donc il envoie l'information à la demande au client. La demande parce que à chaque fois que le client demande une information, le serveur le lui renvoie. Et c'est ça l'architecture de type client-serveur. Veut dire que quand on veut un accès à une donnée, il faut passer par un équipement si on veut serveur. C'est pas une architecture si on veut pair à pair. C'est ça la différence. Donc sur Internet, toujours, quand on veut un service,
on accède à un serveur, on demande le serveur il nous fournit le service et nous l'envoie. Donc en utilisant bien sûr le navigateur web. Alors, le réseau internet il présente des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, par exemple, grâce à Internet, on a un accès à l'information d'une manière continue et à partir de n'importe quel endroit du monde, c'est-à-dire peu importe l'endroit où l'on se trouve, on peut toujours accéder à Internet et on peut toujours avoir accès à une information donnée. On peut aussi via Internet avoir une communication sous toutes ses formes à partir du même équipement, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec un groupe peut communiquer avec une personne peut communiquer avec une personne, etc. Donc on peut avoir diverses formes de communication et toutes se font d'un même équipement. On peut aussi échanger des données de tout type, donc on peut échanger du texte, de l'image, du son, de la vidéo, etc. Il y a aussi la possibilité de stocker des fichiers, donc les données que j'ai mentionnées ici, de manière fiable et sûre, donc via des serveurs distants. Par exemple, c'est le cas du stockage de données au niveau de Google Drive, par exemple. Donc ce stockage-là, il est fiable et sûr aussi. On a aussi via Internet la possibilité d'avoir accès à des services de plus en plus innovants. Donc on peut avoir accès par exemple à la télévision IP, comme on l'a vu au niveau du second chapitre. On peut mettre en place un système de vote électronique, un système de commerce en ligne, mettre en place une administration aussi électronique. Donc on peut utiliser Internet pour pouvoir faciliter la vie des individus et pouvoir numériser tous les concepts qu'on connaissait avant. Il y a aussi la possibilité il y a aussi la liberté d'expression, c'est-à-dire que sur Internet, on n'est pas contrôlé, on peut s'exprimer librement, que ce soit d'un point de vue artistique, politique, etc., ou social, etc. Et aussi, on a via Internet accès aux différents services depuis des terminaux différents, c'est-à-dire que sur Internet, des PC peuvent se connecter, des téléviseurs, des smartphones, des voitures, etc. Donc tout équipement qui sont différents peuvent accéder aux différents services offerts par Internet. Néanmoins, ça présente des inconvénients. L'inconvénient principal, il est lié à l'aspect sécuritaire. Pourquoi ? Parce que Internet, au tout début, a été créé dans le but uniquement de mettre en place la communication au niveau mondial, mais on n'a pas pensé au côté sécuritaire. Donc parmi les inconvénients qu'on trouve, c'est une facilité de violation de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que c'est difficile de gérer tout ce qui est droit d'auteur, etc. pour tout ce qui est film, ouvrage, etc. Il y a aussi un autre inconvénient qui est que les données qui circulent sur Internet ne sont pas toutes éthiques et favorables. Donc il y a par exemple des sites malsains qui sont présents au sein d'Internet, il y a des sites extrémistes, il y a des virus, il y a des malwares, etc. Il y a des pirates informatiques. Donc Internet, c'est pas vraiment un environnement qui est éthique. Et le problème est dû au fait qu'il y a uniquement la communication qui est mise en avant. Et c'était l'objectif principal. Et on n'a pas pensé qu'au futur, avec la croissance de ce réseau, etc., qu'on allait rencontrer de tels problèmes. Et aussi, par exemple, un problème aussi en relation avec la sécurité, qui est que les informations personnelles peuvent être divulguées soit par soi-même ou par un tiers. Et c'est aussi pas évident d'effacer un contenu sur Internet. Et cela peut aussi nuire à la personne concernée. Ça veut dire que sur Internet, les informations concernant une personne sont facilement divulguées. Aussi, on n'est pas contrôlé. Et du fait qu'on n'est pas contrôlé, il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions qui peuvent, par exemple, nuire à une personne concernée. Voilà. Donc les inconvénients, quand vous remarquez, les inconvénients majeurs du réseau Internet, c'est qu'ils sont liés à l'aspect sécurité. Néanmoins, on essaye de faire de la recherche dans ce domaine et on essaye toujours de pallier tous les inconvénients en termes de sécurité en mettant en place de nouveaux mécanismes, en sensibilisant aussi les internautes, ce qui est très important, et en présentant aussi les dangers que peut apporter ce réseau. Donc après avoir présenté le réseau Internet, donc comme l'objet de notre cours c'est la présentation de tout ce qui est normes et protocoles, on va voir les protocoles qui sont associés au réseau Internet. Les protocoles qui sont associés au réseau Internet sont
se trouve au niveau du modèle TCP/IP ou bien de la pile protocolaire TCP/IP. Donc TCP/IP, c'est un ensemble de protocoles qui coopèrent entre eux dans le but de mettre en place la communication au niveau du réseau Internet. Cette pile protocolaire se dénomme TCP/IP, donc TCP pour Transmission Control Protocol et IP pour Internet Protocol. Donc TCP et IP sont deux protocoles qui existent au niveau de ce modèle. On l'a dénommé TCP/IP parce que TCP et IP sont les protocoles les plus, si on veut, importants au niveau de la pile protocolaire en général. Donc TCP il est au niveau transport et IP il est au niveau Internet. Donc comme j'ai dit, c'est un ensemble de protocoles qui sont utilisés pour la communication au niveau du réseau Internet. Le modèle TCP/IP il est basé sur le modèle OSI, c'est-à-dire que ça a la même philosophie si on veut. Donc il y a ce modèle en couche, pile aussi. Donc pour OSI il y a 7 couches, pour TCP/IP il y en a 4. Mais c'est la même philosophie, c'est-à-dire que quand on communique, c'est toujours le processus d'encapsulation, l'ajout d'entête, la communication entre les couches adjacentes, etc. Donc c'est la même chose que le modèle OSI qu'on a vu au niveau du troisième chapitre. C'est aussi un modèle pratique, c'est-à-dire qu'il a été implémenté au niveau du réseau Internet, mais ce n'est pas un modèle théorique comme dans le cas du modèle OSI. On va voir par la suite que dans le cas d'un modèle pratique, on n'a plus ce côté définition et fonction de couche, mais on a bel et bien des protocoles présents, des entêtes qui sont déterminées, des champs au niveau des entêtes aussi qui sont déterminés, etc. Donc ce modèle-là, il existe bel et bien et il est aussi utilisé au niveau du réseau Internet. Alors les objectifs du modèle TCP/IP, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication à l'échelle du globe, de manière globale et libérale, quel que soit le contenu, c'est-à-dire les données qu'on envoie, le support de transmission, les hôtes, c'est-à-dire les équipements terminaux, et de manière robuste. Et ça veut dire que c'est de manière fiable, c'est-à-dire que ce réseau-là doit assurer une certaine fiabilité au niveau de la communication. Donc on a dit que pour TCP/IP c'est 4 couches. Donc pour TCP/IP, la couche application résume les 3 premières couches au niveau du modèle OSI, c'est-à-dire que la couche application du modèle TCP/IP englobe la couche application, présentation et session du modèle OSI, c'est-à-dire qu'on a pu résumer toutes les fonctions des 3 couches du modèle OSI au niveau d'une seule couche au niveau du modèle TCP/IP. Donc pour chaque couche, il y a un ensemble de protocoles qui coopèrent entre eux. Donc au niveau de chaque couche, il y a des protocoles bien précis. Et ces protocoles-là peuvent communiquer entre eux, c'est-à-dire que les protocoles par exemple de la couche application peuvent communiquer avec les protocoles par exemple de la couche transport, et chaque protocole appartient à une couche donnée. Par exemple, on a le protocole HTTP qui permet de visualiser du contenu web. On a par exemple le protocole HTTPS qui permet aussi de visualiser du contenu web, sauf qu'il est sécurisé, c'est-à-dire qu'on lui a ajouté si on veut une couche de sécurité. En réalité, on a ajouté le protocole SSL qui permet par exemple de chiffrer les transferts d'un client vers un serveur au niveau de l'affichage de pages web. On a aussi le protocole FTP. FTP, c'est un protocole qui permet le transfert de fichiers. Donc comme j'ai dit, soit téléchargement, soit téléversement, c'est-à-dire soit un transfert de fichiers d'un serveur vers un client, ou bien le transfert d'un fichier d'un client vers un serveur. Il y a aussi TFTP qui est aussi un protocole de transfert de fichiers, sauf qu'il est, T c'est pour trivial, c'est-à-dire que ça permet de faire des transferts qui sont petits, donc qui sont rapides aussi. Il y a aussi le protocole DNS. Donc DNS, c'est un protocole qui permet de traduire un nom de domaine en une adresse IP. Il y a le protocole DHCP qui permet d'attribuer une configuration réseau à une machine de manière automatique. Il y a Telnet qui permet de communiquer avec une machine à distance. Il y a aussi SSH qui permet la même chose que Telnet, sauf qu'il est sécurisé, c'est-à-dire que la communication distante elle est chiffrée. Il y a aussi le protocole SMTP qui permet le transfert de courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. Il y a le protocole SNMP qui permet de gérer des équipements réseau.
Il y a le protocole IMAP qui permet d'accéder à ces courriers électroniques directement sur les serveurs de messagerie. Et il y a le protocole POP qui permet de récupérer du courrier électronique situé sur un serveur de messagerie électronique, etc. Donc il y a d'autres protocoles au niveau de la couche application, mais ces protocoles-là sont les plus connus et les plus utilisés. On revient maintenant vers les couches au niveau du modèle TCP/IP. Donc la couche transport, c'est la même que celle au niveau de la couche OSI, c'est-à-dire qu'elle remplit les mêmes fonctions que celle du modèle OSI. Donc parmi les protocoles présents au niveau de la couche transport, on a le protocole TCP et UDP. Donc TCP, c'est un protocole de transport qui permet une transmission fiable et en mode connecté, tandis que UDP, c'est un protocole de transmission non fiable et non connecté. Donc utiliser UDP ou bien utiliser TCP revient à voir quel est le type de données qu'on est en train de véhiculer. Donc TCP, comme j'ai dit, c'est fiable et connecté, veut dire que la transmission du message, elle est assurée de bout en bout et on n'a pas, si on veut, de perte de paquet. Donc, si par exemple on veut envoyer un fichier, que ce soit une image, du texte, etc., on doit opter pour TCP, pour qu'il n'y ait pas de perte. Parce qu'au niveau de TCP, même s'il y a des pertes, il y a la possibilité de les retransmettre. Que UDP, par contre, s'il y a des pertes, on ne peut pas retransmettre des données. Donc on peut l'utiliser dans le cas des vidéoconférences, du direct, etc. Donc c'est un protocole qui est approprié à tout ce qui est multimédia et à tout ce qui est direct. Parce que si on commence à retransmettre dans le cas par exemple du direct, on n'aura plus ce côté direct. Et on aura une certaine latence au niveau de la communication. Donc choisir TCP ou bien UDP va revenir au type et à la nature de la donnée. La couche Internet au niveau du modèle TCP/IP, c'est la même que la couche réseau, sauf le nom qui change. Internet parce que le réseau dans lequel TCP/IP est utilisé, c'est le réseau Internet, c'est pour ça qu'on la nomme couche Internet. Parmi les protocoles présents au niveau de la couche Internet, il y a le protocole IP, qui est un protocole très important au niveau de la pile protocolaire TCP/IP. Il permet l'acheminement des paquets, il permet l'adressage IP, et permet aussi le routage. Il y a aussi le protocole ARP, c'est un protocole qui permet de traduire une adresse IP en une adresse physique, une adresse MAC si on prend le cas de la technologie Ethernet par exemple. Il y a le protocole ICMP qui permet l'envoi de messages de contrôle et d'erreurs, comme le ping par exemple. Il y a le protocole IGMP qui permet la gestion des groupes de multidiffusion, par exemple la communication entre routeurs dans le cas d'envoi et de réception de messages concernant le routage. Donc pour la quatrième et dernière couche au niveau du modèle TCP/IP, c'est la couche qui est dénommée accès réseau, qui regroupe les fonctionnalités des couches liaison et physique au niveau du modèle OSI. Parmi les technologies qu'on retrouve au niveau de la couche accès réseau, on a la technologie Ethernet, c'est la technologie réseau la plus utilisée. Il y a la technologie point à point, PPP, il y a HDLC, il y a Token Ring, il y a Wi-Fi, etc. Donc il y a diverses technologies qui sont en relation aussi avec le support de transmission et le support physique. Donc utiliser Wi-Fi ou bien Ethernet ou bien PPP, tout dépend aussi du média de transmission qu'on utilise. Donc les couches supérieures, donc Internet, transport et application sont des couches logicielles, tandis que la couche accès réseau c'est une couche physique ou bien une couche matérielle. Alors, au niveau du modèle TCP/IP, on peut être identifié de plusieurs manières suivant la couche dans laquelle on se trouve. Au niveau applicatif, l'identifiant c'est le nom de domaine. Un nom de domaine par exemple c'est usthb.dz, c'est google.com, c'est netacad.com, etc. Donc c'est des noms de domaine. C'est les noms qu'on utilise par exemple pour pouvoir surfer sur Internet. Au niveau transport, on est identifié par un numéro de port, que ce soit TCP ou bien UDP, donc tout dépend le protocole de transport qu'on utilise. Donc on a par exemple le port TCP80, c'est le port HTTP. C'est aussi en relation avec la donnée qu'on utilise. Si on veut avoir un accès HTTP, on va utiliser le port TCP80. Si on veut utiliser le port DNS, on va utiliser le port UDP 53, etc. Donc chaque application a un port, un numéro de port donné, et chaque port aussi, chaque protocole applicatif, il utilise soit TCP, soit UDP, tout dépend de la nature de la donnée.
Au niveau Internet, on est identifié par son adresse IP. Il y a les adresses IP V4 et les adresses IP V6, pardon. C'est la même chose, sauf que l'IP V4 elle est sur 32 bits, l'IP V6 elle est sur 128 bits. Donc l'apparition d'IP V6 revient au manque d'adresses au niveau d'IP V4. Donc on commençait à manquer d'adresses. C'est pour ça qu'il y a eu cette amélioration d'IP en IPv6. C'est-à-dire qu'on a des adresses qui sont sur 128 bits. Donc on a 2 à la puissance 128 possibilités d'adresses. Donc un exemple d'une adresse IP, c'est ça, IPv4 bien sûr. Et une IPv6, elle est représentée de cette sorte. Donc elle est aussi écrite en hexadécimal. Et elle est sur 128 bits. Au niveau accès réseau, on est identifié par une adresse physique qui est l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse qui ne change pas. C'est proprement dit l'identifiant de la carte réseau. Elle est sur 48 bits et un exemple d'une adresse MAC, c'est par exemple cette adresse. Cette adresse-là, c'est une adresse MAC. Donc, elle est aussi écrite en hexadécimal. Donc, au niveau de TCP/IP, on peut avoir différents identifiants, suivant la couche dans laquelle on se trouve, ou bien suivant le niveau du protocole qu'on utilise, etc. Si par exemple on parle de communication entre applications, on va parler comme identifiant de numéro de port. Si on est au niveau réseau, on va parler d'adresse IP, etc. Si on est au niveau local, on va parler d'adresse MAC. Aussi, au niveau du modèle TCP/IP, il y a pour les équipements, que ce soit les équipements terminaux ou bien les équipements intermédiaires, chacun figure au niveau d'une couche donnée. Par exemple, au niveau de la couche application, on a les passerelles applicatives, on a les PC, etc. Au niveau de la couche transport, on est aussi au niveau passerelle. Donc c'est juste une passerelle de transport, c'est à peu près la même chose. Au niveau Internet, on a l'équipement, le routeur. Donc le routeur, c'est un équipement de niveau 3 selon le modèle OSI, ou bien au niveau réseau ou bien Internet selon le modèle TCP/IP. Et au niveau accès réseau, on a les commutateurs, on a aussi les concentrateurs, parce que les concentrateurs sont de niveau 1 selon le modèle OSI, et puisque la couche physique est présente au niveau de la couche TCP/IP, donc c'est la couche liaison plus physique qui donne la couche accès réseau. Donc il y a aussi les concentrateurs au niveau de la couche accès réseau du modèle TCP/IP. Donc chaque équipement, tout dépend, il est au niveau d'une couche précise selon le modèle TCP/IP ou bien OSI. On peut aussi classifier les équipements selon le modèle OSI. La donnée aussi, elle a une certaine dénomination. Donc au niveau du modèle OSI, on a vu que la donnée au niveau d'une couche N, c'est un PDU. Et par exemple au niveau de la couche application, c'est un APDU. Au niveau de la couche session, c'est un SPDU. Donc vous remarquez que ces dénominations, elles sont un peu, si on veut, théoriques. Elles ne sont pas claires. Mais au niveau de TCP/IP, maintenant la donnée, elle a un nom propre à elle au niveau d'une couche donnée. Au niveau de la couche application, la donnée est dénommée donnée applicative. Donc comme dans le cas de OSI, c'est au niveau d'une couche, on a une donnée qu'on reçoit d'une couche supérieure à laquelle on ajoute un en-tête. Au niveau de la couche application, on ajoute un en-tête applicatif. Donc on ajoute l'en-tête applicatif à la donnée brute. C'est la donnée qu'on veut envoyer. Au niveau transport, la donnée est dénommée segment TCP ou bien datagramme UDP. Donc tout dépend du protocole de transport qu'on utilise. Donc le segment TCP ou bien le datagramme UDP, en réalité c'est la donnée applicative plus un en-tête, que ce soit TCP ou bien UDP. Donc donnée applicative plus l'en-tête de transport va nous donner le segment ou bien le datagramme. Au niveau Internet, on a le paquet IP. Donc le segment TCP ou bien le datagramme UDP, on lui ajoute un en-tête IP pour former le paquet. Et au niveau accès réseau, on a la donnée est dénommée tram. Donc le paquet IP, on lui ajoute un en-tête Ethernet, par exemple si on suit la technologie Ethernet. Et donc l'ajout au paquet IP d'un en-tête Ethernet va nous former ce qu'on appelle une trame Ethernet. Donc c'est à peu près le même principe qu'au niveau OSI, sauf que au niveau du modèle TCP/IP, c'est clair. C'est-à-dire que par exemple l'en-tête TCP ou bien l'en-tête UDP, elle a une taille fixée, elle a des champs fixés, etc. C'est pas comme dans le cas de OSI où on explique uniquement le rôle de l'en-tête. Que va contenir l'en-tête d'un point de vue théorique.
Donc on va voir un peu en détail les couches du modèle TCP/IP. Donc la couche application, c'est une couche qui sert d'interface utilisateur. Elle contient les protocoles de haut niveau, par exemple comme on a vu HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, DNS, etc. Au niveau de la couche application, on ajoute un en-tête applicatif à la donnée brute pour pouvoir former une donnée applicative. Par exemple, un exemple d'un en-tête HTTP, par exemple si on utilise le protocole HTTP, regardez l'en-tête. L'en-tête maintenant il est fixe. On a toutes ces données qui sont présentes au niveau de l'en-tête. On dit que l'en-tête pour une donnée c'est un ensemble d'informations système qu'on ajoute à la donnée pour qu'elle puisse arriver à destination. Je vous ai donné l'exemple de la lettre postale. On ne peut pas envoyer une lettre à la poste sans mettre l'enveloppe, sans mettre le grand paquet, etc., des données concernant l'émetteur, le récepteur, etc. Donc les en-têtes au niveau du modèle TCP/IP, elles sont claires. C'est-à-dire que pour HTTP, pour tous les paquets, pour tous les en-têtes HTTP, on aura ces informations qui seront mises en place au niveau de l'en-tête applicative. On passe maintenant à la couche transport. Donc la couche transport, elle permet à des applications de s'exécuter qui s'exécutent sur des machines distantes de communiquer. Donc c'est le même rôle que la couche transport au niveau du modèle OSI. Les protocoles qui interagissent au niveau de la couche transport, c'est TCP et UDP, comme on les a vus précédemment. Donc au niveau de la couche transport, on ajoute un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend le type de la donnée, à la donnée applicative qu'on a reçue de la couche application, pour pouvoir former le segment TCP ou bien le datagramme UDP. On va voir l'exemple de l'en-tête TCP, regardez. L'en-tête TCP, elle ressemble à ça. Donc à chaque fois qu'on utilise TCP comme protocole de transport, on aura à remplir cette en-tête-là. Donc il y a par exemple le port source, le port destination. Regardez aussi les tailles. Donc les ports, ils sont sur 16 bits. Vous avez le numéro de séquence, le numéro d'acquittement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça fera l'objet de vos projets que vous allez remettre. Donc il y a des étudiants qui travaillent sur TCP, donc ils sont censés décrire ces champs-là. Donc au niveau de l'en-tête, il y a plusieurs champs qui ont des tailles et qui ont aussi un ordre. C'est-à-dire que le premier champ au niveau de l'en-tête TCP, c'est le port source. Il y a après le port destination, il y a après le numéro de séquence sur 32 bits, il y a le numéro d'acquittement sur 32 bits, il y a les flags, etc. Donc, pour tous les paquets, pour tous les segments TCP, ils auront tous le même en-tête, qui contiendra les mêmes champs et qui aura aussi la même taille. Donc voilà la différence entre OSI et TCP/IP. C'est qu'au niveau de TCP/IP, c'est clair. Pour la couche Internet, donc c'est une couche qui permet de transmettre les paquets dans n'importe quel réseau et de les acheminer jusqu'à la destination via le routage. Donc c'est à peu près la même fonction que la couche réseau au niveau du modèle OSI. Quelques exemples de protocoles, il y a IP, ICMP, ARP, IGMP, etc. Donc au niveau de la couche Internet, on ajoute un en-tête IP au segment TCP ou bien au datagramme UDP. Tout dépend de ce qu'on a utilisé au niveau de la couche transport pour pouvoir former un paquet IP. L'en-tête IP, elle se présente ainsi. Donc vous avez aussi des champs qui sont fixes. Donc tous les paquets IP auront comme en-tête ces données-là. Au niveau de leur en-tête, ils auront ces données-là avec cet ordre-là et avec cette taille-là. Donc par exemple, vous avez version, pour version 4 ou bien version 6, vous avez d'autres champs qui sont par exemple en relation avec la fragmentation, avec la taille totale du paquet, possibilité d'ajouter des options au niveau de l'en-tête, par exemple le chemin que doit parcourir le paquet, etc. Regardez, vous avez ici l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Elles sont sur 32 bits. Vous avez le type de protocole de niveau supérieur, vous avez TTL, Time to Live, etc. Vous avez l'identifiant du paquet IP, donc chaque paquet IP a un identifiant unique. Pourquoi? Parce que si on le fragmente, maintenant on le divise, tous les fragments ils auront le même identifiant du paquet, etc. Donc chaque champ il a un sens bien précis, ça permet aussi de faire en sorte que le paquet puisse arriver à destination via les informations qu'on trouve au niveau de l'en-tête. Concernant la couche accès réseau, donc c'est une couche qui permet de transmettre des trames sur le support physique au niveau local.
Exemple de technologie, on a Ethernet, PPP, HDLC, etc. Donc au niveau de la couche accès réseau, on ajoute un en-tête, que ce soit Ethernet, PPP, donc tout dépend la technologie qu'on veut utiliser. On va opter par exemple pour Ethernet, donc c'est l'ajout d'un en-tête Ethernet au paquet IP pour pouvoir former une trame Ethernet. Donc un exemple de l'en-tête Ethernet, regardez. Vous avez les 6 premiers bytes, l'adresse MAC de destination, suivi de l'adresse MAC source, suivi de data ici par exemple c'est le paquet IP, donc il est contenu dans le champ données, et FCS c'est le remorque Ethernet qui permet de voir s'il y a erreur ou pas. Donc vous voyez que les champs ils sont bien précisés au niveau des en-têtes, au niveau du modèle TCP/IP. Donc pour tous les en-têtes au niveau du modèle TCP/IP, on a un certain format, si on veut, constitué de plusieurs champs, et chaque champ il a une taille bien précisée. Donc cela permettra par exemple au routeur, quand il va par exemple désencapsuler la trame Ethernet, donc quand il désencapsule, il récupère l'en-tête que voici, et au niveau de l'en-tête, il va pouvoir lire l'adresse MAC de destination. Il saura que les 6 premiers bytes concernent l'adresse MAC de destination. Les 6 autres concernent l'adresse MAC source, etc. Donc, via cet ordre-là et via ce format-là imposé, le routeur peut déduire les données qui sont présentes au niveau des champs de l'en-tête, par exemple. On va voir comment se passe la communication via TCP/IP. Donc on a un émetteur et un récepteur. Puisqu'on communique via TCP/IP, donc les deux possèdent la pile protocolaire TCP/IP. Donc c'est le même concept qu'au niveau OSI. Pourquoi? Parce que TCP/IP il est basé sur le modèle OSI. Donc on a une donnée brute à envoyer. Donc cette donnée-là, au niveau de la couche application, donc on a dit qu'au niveau de chaque couche on ajoute un en-tête. Donc on ajoute à la donnée brute un en-tête applicatif. Donc la donnée brute plus l'en-tête applicatif nous forme la donnée applicative. Cette donnée, on va la faire passer à la couche transport via l'interface qui existe entre la couche application et la couche transport. Donc la couche transport va recevoir la donnée applicative à laquelle elle va ajouter un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend de la nature de la donnée à envoyer. Donc cela va nous former le segment TCP ou bien le datagramme UDP, tout dépend le protocole de transport qu'on a utilisé. Donc ce segment ou bien datagramme va descendre au niveau de la couche Internet, où on va lui ajouter un en-tête IP. Donc l'en-tête IP par exemple, c'est ce que je vous ai montré en détail. Donc c'était l'ensemble des champs IP source, destination, version, protocole, etc. Donc l'ajout de l'en-tête IP va nous former un paquet IP qui va être remis à la couche accès réseau, qui elle va ajouter un en-tête d'accès réseau, que ce soit Ethernet, PPP, HDLC, etc. Donc par exemple, elle va ajouter un en-tête Ethernet. Donc toujours au niveau d'Ethernet, on ajoute un en-tête au début et un en-tête à la fin. Donc en-tête Ethernet, donc il y a l'adresse MAC source, destination, type, longueur, puis on a data qui est le paquet IP, puis on a FCS qui est le remorque Ethernet qui permet la correction d'erreurs. Donc cela va nous former, donc le paquet plus l'en-tête va nous former une trame Ethernet. Donc tout ça c'est processus d'encapsulation, c'est la même chose qu'au niveau OSI, sauf qu'on a 4 couches et que les en-têtes ils sont fixes et ils ont un format bien précis. Donc on module maintenant le signal, que ce soit en un signal numérique, analogique, tout dépend le média de transmission. On envoie le signal au niveau du réseau. Au niveau du récepteur, on reçoit ce signal-là. On le reconvertit en binaire pour pouvoir avoir la trame Ethernet. Donc au niveau de la couche accès réseau, donc puisqu'on est au niveau de cette couche-là, donc on peut lire le contenu de l'en-tête qui a été formé au niveau de cette couche. Donc on peut lire l'en-tête Ethernet. Donc on va voir si l'adresse MAC de destination correspond à notre adresse MAC. Si c'est le cas, on désencapsule la trame et on la fait remonter aux couches supérieures, sinon on détruit la trame. Dans le cas favorable, on désencapsule la trame, veut dire que la trame, on va lui enlever l'en-tête pour pouvoir extraire le paquet qu'on va
envoyé au niveau de la couche supérieure qui est la couche Internet. La couche Internet reçoit le paquet IP. Donc puisqu'on est au niveau Internet, donc on peut lire l'entête IP. On va voir si l'adresse source de destination nous correspond. Donc dans ce cas-là, on va désencapsuler le paquet IP et extraire le segment TCP TCP ou bien UDP qu'on va remettre à la couche transport. Cette dernière aussi va vérifier le numéro de port destination s'il lui correspond. Dans le cas favorable, on va désencapsuler le segment ou bien le datagramme et on va extraire la donnée applicative qu'on va remettre à la couche application. Et au niveau de l'entête applicative, on a des données concernant le chiffrement, le codage, etc. Donc on va faire toutes les opérations inverses pour pouvoir extraire la donnée brute qu'a envoyé l'émetteur. Donc tout ce processus, c'est le processus de désencapsulation. Donc c'est le même principe qu'au niveau du modèle OSI, sauf qu'on a uniquement 4 couches et on a des entêtes qui sont claires maintenant. Donc on a plus de, par exemple, on avait au niveau du modèle OSI, on avait HA, HS, HT, etc. On disait juste header de la couche session, header de la couche application, sans spécifier le contenu de cette couche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas spécifier, parce que c'est un modèle qui est formel et qui est théorique. Et c'est à partir d'un modèle théorique qu'on peut mettre en place des modèles pratiques comme TCP/IP. Donc voilà pour le contenu de ce chapitre et du module en gros. Donc on a vu déjà la notion de normes et protocoles, puis on a vu des exemples de normes, puis on a vu des exemples de protocoles comme dans le cas du réseau Internet. Donc est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on a fait? La version actuelle, en Algérie c'est version 4, mais à l'étranger c'est version 6. Donc en Algérie on n'a pas encore migré vers IPv6, TCP/V6, etc. Pas encore. Voilà, donc on a terminé le programme, on a terminé le 5e chapitre. Donc est-ce que vous avez des questions concernant ce chapitre-là, concernant les chapitres précédents? Et sinon, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions concernant vos projets? Voilà, c'est à vous la parole maintenant. Est-ce que vous avez des questions concernant le contenu ou bien concernant vos projets? Donc j'ai pas voulu rentrer dans les détails concernant les protocoles parce que ça va faire l'objet de projets pour certains étudiants. Donc je préfère qu'ils détaillent eux-mêmes le fonctionnement de certains protocoles, etc. Si par exemple le groupe qui traite sur TCP par exemple, il devra détailler le contenu de l'entête, comment mettre en place cette retransmission de segments, etc. D'une manière très brève, mais de faire le point sur ça, quoi. Parce que c'est l'objectif de TCP, c'est une communication qui est fiable. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Tout est clair. Donc pour les projets, la présentation c'est pas la semaine prochaine, hein. Juste pour vous informer, parce que j'ai des examens de TP à faire toute la semaine. Donc ça sera à partir du 11. Voilà, donc pour ceux qui terminent, bon, il n'y a pas de couche plus importante, elles sont toutes importantes, sauf que chacune aura un rôle bien précis. Et elles coopèrent entre elles. La délimitation en couches, ça permet juste de comprendre comment se passe la communication. On a des couches logicielles et on a des couches matérielles, mais elles sont toutes indispensables. C'est-à-dire que sans la couche par exemple physique, on ne peut pas transmettre le signal. Sans la couche application, on ne peut pas avoir cette interface graphique utilisateur. Vous voyez, si on n'a pas la couche transport, on ne peut pas faire une communication entre deux applications distantes. Donc elles sont toutes importantes.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avancez dans vos projets? Donc, ceux qui terminent d'ici jeudi, hein, pas avant jeudi. Si vous terminez jeudi, vous pouvez m'envoyer un mail et on organise votre présentation. Donc, vous pouvez ne pas m'envoyer la présentation. Vous m'envoyez juste le document. La présentation, je la vois avec vous quand vous présentez en direct. Donc vous aurez le temps de la modifier d'ici le jour de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui? concernant l'examen, ça va du 11 au 18, n'est-ce pas? La présentation. Oui. Durant cette semaine-là. D'accord. Donc, est-ce que c'est à nous de choisir le jour ou ça va être comment? Si, vous pouvez choisir, pas de problème, parce que je suis libre aussi. D'accord. Oui, même l'horaire et tout. Ça va être la matinée du 11 au 18. C'est quand vous voulez, même l'après-midi, y a pas de problème. Même 18h, y a pas de problème. Ah, d'accord. Ok. Oui. Voilà, donc on a terminé le programme. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis là pour vous répondre, même concernant vos projets. Sinon, c'est terminé normalement. Donc l'objectif, c'était de connaître l'importance des normes, des protocoles et de faire le point sur certaines normes et certains protocoles. Donc on a vu au niveau des 4 chapitres des exemples de normes et protocoles. Est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, c'est terminé. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez même les poser par mail, etc. Donc vous pouvez me joindre après. Donc vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas de... Si vous les avez pas maintenant. De rien. Et bon courage pour vos examens, bon courage pour vos projets, etc. Donc vous avez encore cette semaine pour travailler. Donc à partir de jeudi ou bien vendredi, vous pouvez commencer à envoyer vos mails si vous voulez présenter, être parmi les premiers qui présentent. Et vous pouvez aussi spécifier le jour et l'horaire qui vous arrange.